RMC, After Angleterre. Thibaut Giangrande. Salut tout le monde, comment ça va? Soyez les bienvenus dans l'After Angleterre, le podcast qui débat du foot anglais toutes les semaines, dispo partout, vous en avez l'habitude, toutes les plateformes audio. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, noter si ça vous plaît. Et depuis quelques semaines, on est là, en direct vidéo sur YouTube, la chaîne de l'After, @after-foot, onglet playlist pour aller nous retrouver. Le taulier est là, notre drôle de dame anglaise, Julien Laurence. Salut mon Juju. Salut mon Titi, salut à tous. Et le retour de Rémi Dumont, qui a parlé anglais un petit peu pendant ses vacances. Salut Rémi. Salut tout le monde. Ouais, longues vacances, j'ai l'impression. Ça, 2 semaines. Il faut écouler, on approche du mois de mai. Oui, c'est vrai. 31 mai, date importante. RMC. Après le titre, Manchester City a perdu Erling Haaland. Sorti blessé le week-end dernier, le verdict est tombé. 5 à 7 semaines d'absence pour l'attaquant norvégien. City, dont la place en Ligue des Champions la saison prochaine n'est toujours pas acquise. City qui est en course également pour la Cup, toujours. L'absence d'Haaland pour ces échéances est-elle vraiment catastrophique? C'est notre débat de la semaine. Et je voudrais qu'on commence, Julien, avec toi par les dernières nouvelles d'Erling Haaland. Je disais, c'est 5 à 7 semaines, ce qui veut dire qu'on peut espérer, dans le meilleur des cas, un retour sur les tout derniers matchs de la saison, c'est ça? On pourrait, mais il semblerait qu'à City, ils aient fait une croix sur la saison. Il y aura la Coupe du Monde des clubs, bien sûr, qui on ne sait pas trop comment ça va se passer finalement. Donc il y a ça aussi à prendre en compte, mais j'ai l'impression que pour ce qui est de la Première Ligue, d'après les échos et les retours que j'ai pu avoir, on compte plus trop sur lui. On préfère qu'il se repose, qu'il récupère bien, qu'il soit prêt pour ce qui va se passer après, une fois la saison terminée, plutôt que d'essayer de le faire revenir absolument. Alors après, oui, si tout se joue sur la dernière journée pour une qualification en Ligue des Champions, peut-être effectivement, ils vont avoir tellement besoin de lui qu'ils pourraient faire ça. Mais idéalement, ils se qualifieraient en finissant en top 5 et ils n'auraient pas besoin de lui. Et donc, ils pourraient se reposer et se remettre bien prêt physiquement pour la saison prochaine. On a beaucoup parlé, Rémi, de City cette saison, les problèmes. Haaland, pas énormément finalement, et c'est aussi pour ça qu'on le fait aujourd'hui. En termes de stats, il fait sa saison quand même pour l'instant. Il fait sa saison et puis il fait même son passage à Manchester City, parce qu'on s'est amusé à voir en termes de chiffres ce que ça pouvait donner. Alors déjà de base, c'est 138 matchs avec Manchester City, 120 buts et 18 passes décisives depuis qu'il a signé à City. Donc en fait, c'est 138 matchs, il a été 138 fois décisif, que ce soit par une passe ou un but. Ça fait une fois par match. Voilà. Je viens de faire le calcul. Et donc cette saison, c'est 40 matchs, toutes compétitions confondues, 30 buts et 10 passes décisives. Donc 40 matchs et 40 fois décisif, là aussi, pour vous dire à quel point il est important. Et en termes de stats, depuis son arrivée, c'est le numéro 3 en termes de nombre de matchs joués. Bernardo Silva, c'est 144, il est premier. Foden, 140, il est deuxième. Et donc Haaland, numéro 3 avec 138. En termes de titularisation, 132, c'est le premier dans ce secteur-là. En termes de minutes jouées, aussi 11 342. En termes de buts marqués, évidemment, 120. Et en termes de buts, toutes les 95 minutes. Donc il est chaud bouillant, l'ami Haaland. Et pourtant, on se pose la question quand même aujourd'hui. Et Julien, pourquoi tu penses qu'on arrive quand même à se poser la question de savoir si Haaland est vraiment indispensable à ce de Manchester City? Est-ce que c'est une véritable catastrophe qu'il ne soit pas là? Est-ce que déjà tu comprends qu'on puisse se poser la question? Et qu'est-ce qu'on en dit en Angleterre? Non, je pense que c'est tout à fait normal qu'on se pose la question. Avant l'arrivée de Marmoush au mois de janvier, il n'y avait pas de remplacement. Il n'y avait pas de remplaçant pour lui. Julian Alvarez était ce remplaçant-là. Ils l'ont vendu pour beaucoup, beaucoup d'argent l'été dernier. Tu ne pouvais pas dire non à ce transfert-là. C'est autant d'argent pour un joueur que tu avais acheté 15 millions d'euros 2 ans plus tôt. Donc, c'était obligé. Sauf que ce qui était bizarre à l'époque, c'est de ne pas l'avoir remplacé. Donc, tu n'avais pas de numéro 2 derrière Haaland. Là, maintenant, tu as Marmoush qui est plutôt en bonne forme, en plus, comme on l'a vu mercredi soir en championnat. Donc, c'est peut-être un petit peu moins grave, entre guillemets, mais Haaland reste le meilleur buteur, un des meilleurs buteurs en Europe cette saison et dans le monde. Et voilà, il est plus fort que Marmoush. Oui, en termes de finition, de finisseur, de ce genre de rôle-là, oui, c'est le meilleur. Donc oui, c'est un gros coup dur, bien sûr, même si maintenant, il a un remplaçant avec Marmoush. Mais on a l'impression quand même que, je veux dire, ce que je veux dire, c'est qu'il ne devrait pas y avoir de débat. Je veux dire, quand Rémi nous annonce les stats, tu te poses même pas la question. Et pourtant, on se la pose. C'est quoi, les gars? C'est que dans le jeu, tu vois, Julien, instantanément, tu parles de sa finition. Ouais, mais on n'est pas les seuls à se la poser. C'est quoi? Parce que dans le jeu, parfois, il disparaît un peu trop.
il pourrait faire plus en fait. C'est Roy Keane, et je parle sous le contrôle de Julien encore une fois, mais qui, pas si longtemps que ça, dit qu'il voyait en Erling Haaland un joueur de 4e division anglaise dans le jeu, pas en termes de finition évidemment, mais dans le jeu. C'est sûr qu'on voit que parfois il fait quasiment des non-matchs, c'est-à-dire qu'on ne le voit pas beaucoup dans le jeu, mais bon, il est là pour mettre le ballon au fond des filets. Rappelez aussi que l'année où ils sont vainqueurs, ils gagnent la Ligue des Champions, ils ne marquent pas sur les demi-finales aller-retour, ils ne marquent pas en finale, et puis il est limite transparent sur ces matchs-là. Mais bon, il a quand même marqué 5 buts contre Leipzig en 8e aller. Donc voilà, c'est tout le débat en fait, c'est-à-dire qu'il est très bon à la finition, mais si on enlève ça, parfois on peut se dire qu'en termes de, je sais pas moi, de pressing, contre-pressing, récupération de ballon, occasion créée, c'est peut-être pas forcément le joueur qui correspond à ces standings-là. Oui, ou même en passe D où on voit qu'il en a pas énormément 18 à son actif. Julien, tu comprends pas qu'on se pose la question, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de matchs quand même, ceux où il marque pas, où il est totalement transparent, Haaland. Ouais, bien sûr, mais bon, David Trezeguet, c'était pareil. Enfin, voilà, il y a plein de numéros 9 qui étaient des purs finisseurs à qui on a eu ce débat-là. Le fait est que cette équipe de City s'est aussi construite autour de lui, et donc c'était incorporé dans la façon dont cette équipe jouait, dans sa structure tactique, qu'Haaland n'allait pas toucher 80 ballons par match, qu'il allait toucher parfois 15, parfois 20. Effectivement, qu'il allait pas être beaucoup. Tu le cherches pas de haut but beaucoup, ou alors sur certains coups tactiques de Guardiola, mais il est là pour terminer les actions que De Bruyne, Silva, Doku, Savinho, Grealish, etc., vont créer pour lui. Voilà, c'est son rôle. Ça a très bien marché. Ça a marché encore bien cette saison. On a montré les stats. Alors oui, on a aussi montré le graphique sans lui et avec lui. Il faut toujours se méfier parce que c'est pas non plus les mêmes adversaires. Donc, si sans lui, il a joué que des pipes, forcément, City, ils vont même gagner sans lui contre des pipes. Donc, c'est toujours pareil. C'est un peu particulier ce genre de graphique-là, mais pour moi, ça reste une meilleure équipe avec lui que ça l'est sans lui. Et donc de perdre Haaland avec tout ce qui reste à jouer pour City, mine de rien, en cette fin de saison, parce que certes, il n'y aura pas le titre, mais il y a la Cup, la demi-finale qui va arriver dans quelques semaines contre Nottingham. Il y a ce championnat, ils sont 4e, mais il n'y a pas beaucoup d'avance pour la Ligue des Champions. Est-ce qu'avec Marmoush, on se dit que tout va bien, justement? C'est-à-dire que le fait que Marmoush soit là, ça va aller pour City, Rémi? Peut-être juste rappeler les stats de Marmoush depuis qu'il est arrivé. C'est 12 matchs, toutes compétitions confondues, 6 buts et une passe décisive. Et puis j'ai même envie de dire que Marmoush, il a cette capacité à pouvoir évoluer aussi peut-être côté gauche. Si Pep Guardiola veut relancer ce système, on va dire avec un faux numéro 9, on en parlera tout à l'heure. Mais voilà, c'est quelque chose qui peut rentrer en compte. Alors après, Marmoush, faut aussi un temps d'adaptation. Si ça a bien démarré pour lui, il y a peut-être un moment de creux qu'il va avoir avant de retrouver son réel niveau, peut-être celui qui était à Francfort. Julien? Ouais, moi, alors il y a des choses intéressantes avec Marmoush. Le fait qu'il ait plutôt été bon, Rémi a raison, les stats sont là, même s'il y a quand même des matchs où il marque plusieurs buts, où il y a eu des matchs sans but aussi, mais ça a été plutôt concluant quand même dans l'ensemble depuis qu'il est arrivé. Même Guardiola disait mercredi soir après le match où Marmoush marque contre Leicester, Guardiola dit il nous a même surpris dans la rapidité avec laquelle il s'est adapté, à quel point il est décisif déjà, etc. De toute façon, maintenant, ils vont le faire jouer en pointe, ils sont obligés. Donc, c'est trouver la meilleure formule autour de lui. La différence avec Marmoush, c'est que Marmoush, il joue encore comme en Bundesliga avec Francfort. Il court partout, il veut beaucoup toucher le ballon, c'est parti. Merci, mon Rémi. C'est ça exactement ce que je voulais dire. Par exemple, contre Leicester mercredi soir, rien qu'en première période, il tire 7 fois au but. À un moment, il faut aussi lui dire que tu peux faire, à chaque fois que tu arrêtes le ballon, c'est pas forcément pour tirer. Donc, tu vois, il y a encore plein de choses qu'il doit apprendre d'un système Guardiola-esque et la façon de jouer, etc. Mais c'est vrai qu'il amène beaucoup d'énergie. Il est beaucoup plus impliqué dans le jeu. Ça se voit. Il essaie de jouer entre les lignes. Il est plus à l'aise aussi techniquement que Haaland peut l'être. Donc, c'est un profil différent, mais qui, en ce moment, je trouve, leur fait vraiment du bien. C'est un peu ça qu'ils avaient besoin aussi. Alors avec Marmoush, est-ce que c'est l'occasion peut-être aussi, et Rémi commençait à en parler, pour City de se réinventer, peut-être de changer quelque chose? On a beaucoup dit Guardiola, la saison, etc. Est-ce que c'est pas le moment de tenter quelque chose, Rémi? Je me suis amusé à regarder les faux numéros 9 qu'il y avait dans l'effectif, parce que Guardiola a joué avec plusieurs faux numéros 9. Il y a par exemple De Bruyne, Foden, Gundogan, Bernardo Silva, Grealish. Juste rappeler les stats de ces joueurs-là quand ils ont joué en faux 9. Et ça, on va comprendre pourquoi il les a fait jouer en faux 9. De Bruyne, 13 fois en faux 9, 8 buts, 2 passes décisives. Foden, 31 fois en faux 9, 12 buts, 5 passes D. Gundogan, il n'a jamais joué en faux 9, mais il pourrait être amené. Bernardo Silva, 15 fois en faux 9, 6 buts et 2 passes D. Grealish, 5 fois en faux 9,
mais 0 fois décisif. Julien, est-ce que tu penses que City que Guardiola profiter de l'absence d'Haaland pour essayer de rechanger un peu, de faire une espèce de mini-révolution, mine de rien, même si avec lui c'est souvent. Ouais, mais ce sera pas le faux neuf pour moi. Ce Marmouche va jouer en pointe et c'est peut-être pas un vrai numéro 9 comme Erling Haaland, mais c'est plus un attaquant qu'un faux neuf, qu'un Bernardo Silva ou qu'un De Bruyne, Gundogan, etc. Et donc pour moi, c'est lui qui va jouer comme ça en pointe. Il aura un soutien derrière lui. Grealish l'a été contre Leicester, ça peut être Foden, ça peut être Kevin De Bruyne, ça peut être Bernardo Silva, ça peut être plein d'options, mais ce sera lui qui jouera en pointe. Et le retour au neuf, on en avait parlé un petit peu quand on a fait l'after en public au théâtre il y a 15 jours de ça. Pour moi, la philosophie Guardiola, maintenant, elle est terminée. Ce cycle-là, elle est terminée. Justement. Non, mais si tu reviens au neuf, le faux neuf, c'est le jeu de Guardiola. Tu construis doucement. T'as pas un neuf pour pouvoir construire et garder le ballon sur des grandes phases de possession lente. Pour déstabiliser un bloc notamment assez bas, tu fais jouer un 10 comme De Bruyne en 9 par exemple, ça t'aide beaucoup parce qu'il décroche, t'as personne qui vraiment occupe les deux centraux, et après comme ça, grâce à ces petites passes par là, tu arrives à créer des brèches et à marquer des buts. À mon avis, il peut pas revenir à ça. Aujourd'hui, la Première Ligue, elle est bien trop prête pour ce genre de choses-là, elle est bien trop intense et ça marchera pas. Et d'ailleurs, c'est un des problèmes pourquoi la saison de City a pas fonctionné, c'est parce que ce style de jeu-là, pour moi, dans la situation, dans le contexte actuel de la Première Ligue, est trop dépassé. Et je pense que même Guardiola, qui lui aussi le dit, le football aujourd'hui, c'est ce qu'on voit à Bournemouth, ce qu'on voit dans des clubs pareils avec cette intensité-là, à Liverpool aussi, et pas ce que nous on fait. Et donc il faut qu'il change. Mais à mon avis, il changera pas d'ici la saison prochaine. Ouais, ce sera peut-être pour l'été prochain, mais justement, est-ce que tu penses savoir ce qu'il a en tête? Parce qu'on est tous à peu près d'accord pour dire que Guardiola, il a déjà des idées pour la saison prochaine. Enfin, c'est Guardiola. Est-ce qu'on a une idée de ce qu'il peut inventer, Julien? Ouais, tu vois, c'est intéressant contre Leicester. Alors, ça peut être très différent dimanche dans le derby, c'est pas forcément, mais là, il met sur le banc De Bruyne, Silva et Foden, et il fait jouer Grealish, Savinho et Doku en soutien de Marmouche. Qu'est-ce que ces quatre-là ont devant? Beaucoup d'énergie, des jambes, ça court, ça met de l'intensité, même à la récupération, même à la perte du ballon. Ce que les autres font pas, les autres font plus ça. On en a parlé, un des problèmes de City cette saison, c'est ce manque d'intensité-là, justement. C'est que beaucoup ont plus les jambes pour jouer le style de jeu de Guardiola. Et on a vu plus de verticalité aussi contre Leicester, ce qui a souvent manqué cette saison. Et pour moi, c'est pour ça que Doku, Savinho et Marmouche t'apportent déjà ça beaucoup. Cette verticalité, cette rapidité en transition vers l'avant que d'autres font pas trop. De Bruyne, Silva, c'est plus, on garde le ballon, on est tranquille. Encore une fois, intrinsèque, passe, possession lente, tout ça. Alors qu'aujourd'hui, tu as l'impression que même Guardiola a envie d'un peu de changer et Savinho, Doku et Marmouche te permettent peut-être déjà de commencer un peu à évoluer. Rémi, je disais tout à l'heure, Manchester City 4e, mais seulement 4 points d'avance sur Brighton qui est 8e, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité de rien avoir du tout en fin de saison. Donc c'est vrai que c'est peut-être pas le moment de faire le laboratoire pour Guardiola. Il y a cette Cup qui arrive également à la fin du mois d'avril. Donc oui, c'est peut-être pas le moment de tenter quoi que ce soit. C'est pas le moment de faire l'expérience, surtout quand tu vois la saison qu'ils ont passée, même si mine de rien, ils sont quand même bien en course pour la Ligue des Champions. Donc vis-à-vis de ça, qu'ils terminent 2e, 3e, 4e ou 5e, limite, il n'y a pas de différence. Maintenant, ce que je me suis amusé aussi à regarder, c'est par rapport aux sprints finaux qu'ils ont pu jouer. J'ai pris à partir de la saison 2021-2022, c'est-à-dire quand Agüero est parti, pour en gros voir quand ils avaient joué plus ou moins sans numéro 9. 2021-2022, sur les 9 derniers matchs, donc à partir de la J30, c'est 7 victoires et 2 nuls, donc 0 défaite. 2022-2023, c'est 7 victoires, 1 nul et une seule défaite. Et en 2023-2024, c'est 8 victoires et 1 nul. À chaque fois, ils ont terminé champions. Donc en fait, sur les 3 dernières saisons, ils ont perdu qu'une seule fois lors des sprints finaux. Donc déjà, ils ont l'expérience de ces moments-là pour finir assez fort. Et je pense que... Alors, je crois que Rodri a repris l'entraînement. Pas forcément collectif, mais il pourrait espérer le voir d'ici la fin de saison sur les terrains. Ce qui déjà pourrait être une super recrue, parce que mine de rien, ils ont joué avec lui, sans lui toute la saison. Donc, je pense que tout est amené à redevenir un petit peu ce que était le City, c'est-à-dire une équipe puissante avec les retours des blessures. Bon, évidemment, il n'y aura pas Erling Haaland, mais comme l'a dit Julien, avec Marmouche en numéro 9, ils ont de quoi faire. Donc je pense que ça va aller. Julien, est-ce que tu dirais qu'après ce trou noir là, d'octobre, novembre, décembre de City, est-ce que tu dirais que City s'est relevé et pour finir fort comme vient de le dire Rémi?
Ouais, je sais pas. Là, ils ont joué en championnat, ils ont gagné. Avant ça, ils n'avaient pas gagné en 2 matchs de championnat. Ils avaient gagné en Coupe d'Angleterre avant. Donc, il y a cette demi-finale de Coupe d'Angleterre qui va venir, qui va être intéressante à jouer, bien sûr. Mais je sais pas. Moi, je trouve qu'il y a encore beaucoup de problèmes. Il y a encore des fragilités défensives. Après, oui, bien sûr qu'ils sont capables de bien finir la saison. Ils ont le derby, on l'a dit, dimanche. Après, ils vont avoir Crystal Palace. Ils vont aller à Everton, à Nottingham Forest aussi, donc en Coupe d'Angleterre. Ils vont avoir à jouer Villa, Bournemouth aussi. Donc, il y a des matchs qui sont. Ils jouent pas vraiment de gros. Donc, c'est pas impensable de dire qu'ils peuvent gagner 7 de 8 derniers matchs, par exemple. Mais ils ont été tellement fragiles cette saison, tellement déséquilibrés par moments, tellement loin de leur niveau habituel, tellement loin du niveau des autres aussi. C'est ça le truc, hein, qui a fait très mal. Donc, faudra voir. Mais c'est vrai que l'absence d'Haaland, en plus dans ce contexte-là, voilà, ils auraient préféré bien sûr qu'il soit pas blessé et qu'il soit là avec eux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que pour la première fois depuis très longtemps, et je sais pas combien de temps, Julien, Rémi, mais il y a le derby dimanche à Old Trafford. Et j'ai l'impression que pour la première fois, on se dit qu'ils peuvent tout à fait perdre. Et sans manquer de respect à Manchester United, on a l'impression que ça fait au moins 10 ans qu'on pouvait pas dire ça. Mais qu'il peut tout arriver avec ce City, bon, ce United aussi d'Amorim, mais que perdre à Old Trafford, c'est tout à fait possible. Ouais, surtout que c'est comme l'a dit Julien, tu as un problème de confiance, tu as des absents de qualité, hein, Haaland et Rodri. Donc forcément, vis-à-vis de ça, tu peux te dire que tout est possible, d'autant plus que comme c'est un derby, même si Manchester United fait pas une bonne saison, tu peux te dire que voilà, ils vont essayer de gagner ce match-là, au moins pour avoir un point positif dans leur saison auprès des supporters. Alors après, évidemment, en termes normalement de qualité de jeu, normalement, il y a pas photo. Mais bon, ça reste un match, ça reste un derby. Donc vis-à-vis de ça, évidemment, on peut tout imaginer, d'autant plus une défaite de City. Ouais, et ils en ont perdu quelques-uns, pas beaucoup, mais ces dernières années. Mais bon, ça a plutôt été chaque fois une surprise. Une surprise, exactement. Là, on a l'impression que ce serait moins le cas, Julien. Ouais. Je sais pas si t'es d'accord avec ça. Ouais, un petit peu. Même si avec cette équipe de United, on ne sait pas trop non plus à quoi s'attendre. Mais oui, même si ce derby a l'air d'intéresser personne en Angleterre, c'est très bizarre. C'est très très bizarre. D'ailleurs, ils ont eu un petit peu de mal à vendre toutes les places pour le match, même à Old Trafford, par rapport au prix où les places étaient. C'est très bizarre. Je ne sais pas dans quelle ambiance on va avoir ce match-là, mais oui, c'est possible. Même si donc on sait que United a gagné à l'Etihad, par exemple, à City lors de le match aller, si vous voulez. Donc c'est très possible aussi qu'ils fassent un doublé, mais un doublé qui serait assez rare déjà, tu l'as dit, et puis surtout qui, je pense, apporterait encore du doute à Guardiola à City, parce que là on l'a dit, c'est un peu mieux, d'accord, il y a quelques raisons d'espérer, oui, Marmouche, Doku, un peu plus d'énergie, tout ça, très bien. Si tu perds contre cette équipe de United qui est 13e en championnat, qui a perdu contre Forest mardi soir, enfin, voilà, tu retournes dans tes travées encore, dans tes travers, il manque une lettre. Travers. Ouais, surtout dans tes travers et dans tes travées aussi d'ailleurs, hein, tu continues non, pas du tout dans tes travées, mais tu vois, tu creuses les travées dans tes travers. Ah, ok. Ouais. Et comment t'expliques, Julien, qu'en Angleterre justement ce derby passionne pas? C'est parce que les deux sont en galère cette année finalement, c'est pour ça? C'est simplement pour ça? United, ça intéresse plus grand monde déjà à la base. Et puis City est tombé tellement haut finalement. C'est pas tant d'être 4e, 5e. Et d'ailleurs, pour reparler sur le classement, si Newcastle et Chelsea gagnent les matchs qu'ils ont, le match de retard qu'ils ont à jouer, City est 6e, donc en dehors des places de Ligue des Champions. Donc oui, c'est haut, oui, mais je pense que c'est ça. Ouais, un est tombé tellement haut par rapport à ce qu'on s'attendait pour City, et l'autre tellement bas tout court pour United que oui, ça fait plus kiffer autant que les saisons précédentes. Il y aura un été qui va être important, bon d'ailleurs à United aussi peut-être, mais là ce sera plus pour un changement d'effectif, mais à City, Guardiola sera là, Haaland aussi aura récupéré, Rodri également. Julien, City, il y a une fin de saison à sauver, tu viens de le dire, cette place en Ligue des Champions, pourquoi pas aller chercher la Cup, faudra passer Nottingham Forest en demi-finale. Ça va être la révolution cet été à Manchester City, Julien? Je pense qu'il devrait y avoir pas mal de mouvements dans les départs, dans les arrivées. Ils ont quand même dépensé 180 millions d'euros en janvier dernier. Ils vont sûrement redépenser autant. Est-ce qu'ils peuvent le faire? On ne sait pas. D'ici là, on aura eu sûrement le verdict du procès du siècle contre la Première Ligue aussi. Et même s'il y aura un appel, peu importe qui, enfin le perdant, un des deux,
fera appel, donc ce sera suspensif, etc., etc. Mais bon, quand même, on saura un peu plus. Donc d'ici là, ils seront peut-être en Ligue 1 ou en Ligue 2, en 3e et 4e division. Donc faudra voir ça aussi. Mais oui, ça doit être un gros été, quoi qu'il arrive. Il y a cette Coupe du Monde des clubs qui va être problématique parce qu'elle est au milieu de tout ça. Mais oui, ils vont devoir réinvestir encore une fois parce que cet effectif-là, comme on l'a vu cette saison, est plus assez bon. Oui. Ouais, sur les fins de contrat, il y en a 3 qui sont en fin de contrat au mois de juin. Carson, donc le 2 voire 3e maintenant gardien de City, Gundogan et Kevin De Bruyne. Et c'est surtout sur De Bruyne moi que je m'interroge parce que c'est un petit peu lui, je trouve, qui était la patte de Guardiola sur le terrain en termes tactiques, en termes de jeu. Et je me dis que vu sa relation aussi avec Erling Haaland, celui qui c'était son fournisseur officiel de but en fait. C'est ça. Donc du coup, je me demande si la plus grosse perte ce sera pas évidemment Kevin De Bruyne, même si il pourra peut-être pourquoi pas prolonger, mais j'ai pas l'impression que c'est ça qui se dessine. C'est plus la MLS ou l'Arabie Saoudite. C'est plus à partir de ça qui pourrait prendre la place de De Bruyne ou le remplacer en termes de qualité technique dans le jeu. Franchement, pour l'instant, je vois pas. Il y a peut-être Grealish, mais pour moi, c'est vraiment pas le même style de joueur et la même qualité de passe et de vision. Julien, sur la succession, d'ailleurs De Bruyne qui a vécu une saison compliquée, même au-delà de ses blessures, avec Guardiola, on en a beaucoup parlé, t'en as beaucoup parlé dans la génération After Drôle de Dame, Julien, ça a été compliqué entre les deux hommes. Ouais, compliqué. Ouais, compliqué. Je pense qu'il est pas fit non plus. Je pense qu'il a encore des traces, des blessures du passé, voire même encore des blessures actuelles, ou en tout cas qu'il n'est pas à 100%. 20 matchs de championnat, 2 buts, 6 passes d'ess, mais même 6 passes d'ess en 20 matchs pour un Kevin De Bruyne, c'est pas suffisant. Mais voilà, il a 32 ans, c'est 33 ans même maintenant, il aura 34 ans au mois de juin. Il est quasiment plus près, il est plus près de la fin de toute façon, donc il sera plus là la saison prochaine, c'est quasiment garanti, je peux vous le garantir. Donc il faudra trouver un remplaçant. Est-ce que tu fais un Foden, est-ce que tu fais de Foden lui l'héritier? Est-ce que tu fais jouer Haaland et Marmoush et c'est Marmoush qui devient un peu le Foden, mais tu joues dans une configuration différente? On verra bien. Ou alors tu vas recruter quelqu'un cet été effectivement qui pourrait jouer dans ce rôle-là. Foden, moi j'y crois un peu, Rémi, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que dans l'axe, c'est là où il est le meilleur et que c'est un peu gâché à chaque fois qu'on a pu le retrouver sur le côté. Il avait dit que lui, son poste préférentiel, c'était quoi qu'il arrive, l'axe. Il a souvent été trimballé justement en faux neuf ou sur un côté. Après, je crois qu'il y avait des rumeurs comme quoi Musiala pouvait être dans les petits papiers. On pensait aussi à Wirtz, mais bon, vu les prix pour ces joueurs-là, alors City est capable de les mettre, mais est-ce que du coup ils sont capables d'investir autant pour un seul et même joueur, sachant qu'il y a peut-être un effectif à refaire quasiment complet? Je sais pas, mais c'est vrai que Foden, j'y avais pas pensé, mais c'est peut-être le joueur qui symbolise peut-être plus la patte Guardiola aussi maintenant, enfin derrière De Bruyne, et du coup ce qui permettrait toujours à Doku d'être sur un côté comme avec Bernardo Silva. Julien, sur les pistes qu'évoque Rémi là pour cet été, est-ce que c'est des noms qui reviennent aussi en Angleterre ou on est encore un peu tôt? Ouais, bien sûr. Ouais. C'est un peu le fantasme aussi, parce que Wirtz, ça va être 150 millions, Musiala aussi, et encore si leur club les laisse partir. Donc je sais pas, il faudra voir. Foden fait pas une bonne saison du tout, mais vraiment pas du tout, c'est catastrophique pour son niveau à lui. C'est le genre de la saison dernière, et là il est anonyme quasiment dans tous les matchs qu'il a joué, à part les 2 matchs où il met 2 doublés d'affilée, Brentford et Ipswich. Ça fait 4 de ses 7 buts en championnat. Sur le reste, sur les 22 autres matchs, il met 2 buts, donc ou 3 buts, donc c'est pas suffisant du tout. Donc ça pourrait être lui, ça pourrait être un autre, effectivement, d'aller chercher un joueur comme Wirtz ou Musiala. C'est le rêve absolu, mais je sais pas, s'ils ont les capacités de le faire financièrement, et 2, s'il n'y a pas Ligue des Champions, il n'y aura pas de superstars non plus qui vont arriver. Ils sont pas fous. Donc c'est très 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 intéressant, et ça va être assez fascinant de voir ce que City fait cet été. Et puis comme l'a dit Julien, suivant le résultat du procès, il y a un moment en fait où il y aura peut-être plus rien du tout à faire. Ce sera en 2e ou 3e division, et puis la fin de l'histoire. Mais bon, après on n'en est pas encore là. Voilà. Pour finir avec sur une note positive. Exactement. Bam. Voilà. Merci. Merci les gars. C'est là-dessus qu'on s'arrête en plus. Merci beaucoup Julien. Bonne soirée, on se retrouve la semaine prochaine. Merci les gars, à la semaine prochaine. Ouais. Merci Rémi, à la semaine prochaine. Salut. Merci à vous d'avoir été là, fidèle à l'After Angleterre, qui est là toutes les semaines, qui continue de monter. On a eu les chiffres du mois de mars, d'ailleurs bravo Julien, bravo Rémi. Et merci à vous d'être de plus en plus nombreux, continuez à le dire autour de vous. Le podcast After Angleterre continue de grimper, que ce soit en audio ou en vidéo sur YouTube. Si vous voulez commenter, noter, vous abonner si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas. Ça aide dans le référencement de l'After Angleterre. Merci d'avoir été là et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao. RMC After Angleterre.